Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu pour clôturer les masterclass du Whisky Live en beauté avec Frédéric Revel de Domaine de Glace. Bonsoir à tous, merci de votre présence en cette fin de Whisky Live éprouvante pour nous. On était ravis d'être là et de voir un peu du monde sortir de nos montagnes, mais on est là personnellement, je suis un peu sur les rotules. Si je prends la parole là maintenant ce soir, c'est un peu pour une forme de célébration. En fait, il y a 10 ans exactement, quasiment jour pour jour, je faisais mon premier Whisky Live de manière professionnelle. J'étais invité par Thierry Benita au salon de Rothschild, je crois que c'était, et les premières eaux de vie, je venais présenter et faire goûter les premiers New Make qui avaient coulé de mes alambics des céréales que j'avais plantées sur ma ferme l'année précédente. Du coup, je reviens aujourd'hui avec ces mêmes New Make, mais qui ont gentiment vieilli 10 ans en barrique et qui ont été mis en bouteille pour l'occasion. L'histoire du domaine, du coup, elle remonte avant ces 10 ans-là, quelques années auparavant, au milieu des années 2000, où en fait je tombe amoureux de ce breuvage et je commence à le déguster de manière systématique, exhaustive et furieuse. Je repente les terres écossaises, j'en reporte aussi un peu plus tard parce qu'il n'y en avait pas encore, ça commençait à arriver des whiskies un peu plus exotiques, japonais, américains, tasmaniens, etc. Mais c'est surtout, et c'est des images d'Écosse que vous voyez là, les breuvages écossais que j'ai à reporter. Alors je les déguste tout ça avec un regard, et plus exactement un nez particulier, puisque je les déguste avec un nez professionnel d'agronome dont le métier de s'interroger sur les rapports des process, du vivant et du goût. Et aussi sauvage que l'Écosse est, aussi belle qu'elle est, aussi diverse que les goûts que propose le whisky écossais soit, avec toute cette beauté de paysage, d'histoire, de savoir-faire, il y a quand même une chose qui m'étonne profondément, pour pas dire qui me choque à l'époque, c'est l'absence de céréales. C'est pour ça que j'ai pris ces photos d'ailleurs. C'est-à-dire que de la céréale, on ne dit rien à l'époque. Et plus je creuse, plus je m'aperçois qu'en fait, elle est considérée comme une pure commodité, un support de création d'alcool. Point barre. On parle d'élevage, on parle de distillation, mais la céréale est un peu la grande oubliée, la grande dénigrée du monde du whisky. Et de l'endroit où je viens, je me mets à rêver d'un whisky qui ouvre de nouvelles perspectives, qui remettent la céréale au cœur du produit, au cœur de la démarche, au cœur du process. Et je me mets à rêver à monter une distillerie qui gratte la notion de terroir dans le monde du whisky. À propos de terroir, du coup, pour une petite digression, c'est vrai que pour nous Français, c'est un mot à consonance très familier, très culturel, à consonance éminemment positive. Ça appelle des jolis paysages, des jolis produits, du joli goût. Mais derrière ces belles images, en fait, il y a des réalités réelles et concrètes qui font le terroir. C'est un mot qui est du coup est beaucoup utilisé du fait de ce caractère très positif, mais il peut être utilisé de manière plus ou moins juste et de manière plus ou moins honnête par les gens. Et je voulais prendre 2 minutes pour expliciter un petit peu ce que recouvre cette notion, parce que cette notion, elle a une réalité forte. Elle a déjà une réalité de langage commun. C'est-à-dire, il y a une définition, il y a le Larousse, qui dit que le terroir, c'est un ensemble de terres d'une région considérées d'un point de vue de leur aptitude agricole et qui fournissent des produits caractéristiques liés à ce territoire. Donc on parle bien de produits qui sont liés à un territoire et à la terre. Quand on est en dehors de ça, on ne parle plus de terroir. Donc on ne peut pas, en soi, d'un point de vue d'une définition même, se dire qu'il y a un whisky qui aurait été fait avec des orges venant de n'importe où dans le monde, quand bien même il est distillé en Écosse ou en France, on ne peut pas dire que ce soit un whisky de terroir en soi. Le terroir a quelque chose de magique en fait, justement parce que ça crée ces produits avec des typicités folles, avec des identités très fortes. Et du coup, depuis 50 ou 60 ans, en fait, nombre de chercheurs sont
pencher sur la question, à se demander en fait qu'est-ce qui crée cette magie-là. Quand je dis des chercheurs, ce sont des géographes, des biologistes, des pédologues, des agronomes, des chimistes, des biochimistes, etc. Et ils sont déjà entendus au moins sur une définition commune qui est acceptée par toute la communauté scientifique aujourd'hui, qui définit le terroir comme un espace géographique sur lequel une communauté humaine développe un savoir collectif fondé sur un système d'interaction entre le milieu physique et le milieu biologique. Donc c'est une logique d'interaction en fait entre une terre dans un espace donné et ce sont ces interactions qui vont faire que le terroir émerge ou pas. Plus précisément, pour vous faire un petit schéma de synthèse, ces interactions ont été décrites et en fait, grosso modo, on peut résumer, c'est finalement le territoire à la fois de par un climat particulier, de par une pédologie particulière, de par une topographie, les pentes, mais aussi dans la diversité des plantes et de la flore et des écosystèmes environnants qui, couplés à des savoir-faire humains, c'est-à-dire à la manière de travailler avec cet environnement, vont créer une typicité. Autrement dit, plus on travaille dans le respect de son environnement et avec son environnement, plus le terroir émerge. Et au contrario, plus on travaille avec des artifices, notamment en utilisant des intrants, des pesticides, des trucs, plus on s'éloigne du terroir et plus on le gomme. C'est en reprenant cette vision du coup que j'ai fondé le domaine des Hautes-Glaces et je me suis retrouvé ici. Ici, du coup, c'est une photo du champ qui est à gauche en sortant de la distillerie. Donc ici, on est dans le Trièves. Le Trièves, c'est une petite région agricole de montagne. C'est situé à 50 km au sud de Grenoble, environ. C'est un ancien lac glaciaire. Et du coup, c'est une région qui est entourée de montagnes avec à l'ouest les falaises du Vercors. Au sud, le Dévoluy, c'est le massif que vous voyez sur la photo précédente. Et à l'est, les massifs des Écrins. C'est là où j'ai commencé à produire mes céréales pour les transformer de bout en bout en whisky à partir de 2009. Les premiers semis ont été réalisés en 2008. D'un point de vue agricole, dans cette logique d'interaction avec son environnement, j'ai commencé par retirer toute chimie et toute chimie des champs. Donc tout ce qu'on produit au domaine des Hautes-Glaces est biologique, au sens où il y a zéro intrant chimique chez nous. Mais la logique, elle va plus loin, c'est repenser ses rotations culturales, la manière dont on travaille le sol, du coup diminuer les surfaces en céréales au profit de prairies, au profit d'engrais verts. C'est travailler autrement les terres et aller vers des pratiques plus douces, plus avoir de labour au champ, réintroduire des abeilles. Il y a pas mal de ruches sur ma ferme. Finalement, c'est ce qu'on pourrait appeler une pratique agroécologique dans une visée de sol vivant, de sol fertile, régénératif aussi d'un point de vue aussi carbone. On a une époque où on doit se poser la question de l'énergie et du carbone qu'on utilise dans les activités qu'on fait. Du coup, après 10 ans, 12 ans, 13 ans maintenant plutôt, en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu la vitalité de mes sols s'améliorer, les lombrics sont réapparus, le taux de matière organique a augmenté et finalement la ferme que j'ai reprise est devenue un puits de carbone. C'est-à-dire concrètement, pendant 70 ans, l'agriculture agro-industrielle a eu tendance à faire diminuer la fertilité des sols, à relâcher beaucoup de carbone. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit que l'agriculture est le plus gros contributeur au changement climatique. Mais travailler autrement, l'agriculture pourrait être un moyen justement de mitiger le changement climatique et d'améliorer la vitalité et la vie de nos écosystèmes. C'est ce à quoi on s'emploie. Je m'emploie comme bien d'autres, heureusement, au domaine des Hautes-Glaces. D'un point de vue céréales, pour des raisons agronomiques, puisqu'il faut varier les céréales, varier les implantations agricoles sur les champs pour améliorer leur résilience, pour éviter que les maladies adviennent, etc. On travaille différentes céréales au domaine des Hautes-Glaces. On travaille l'orge,
L'orge, c'est une céréale très utilisée du moins dans le Trièves, à l'endroit où je suis, puisqu'on est dans l'agriculture de montagne, en polyculture élevage, où l'orge a toujours poussé pour nourrir les bêtes. Mais c'est évidemment la céréale star du monde du whisky. J'ai travaillé aussi, je sème assez régulièrement du seigle. C'est aussi une raison locale, dans le sens où on a une variété pour faire le pain chez moi, mais c'est une deuxième grande céréale utilisée dans le monde du whisky, le rye whisky, le whisky d'Amérique du Nord et canadien. Et puis une céréale qu'on aime beaucoup au domaine des Hautes-Glaces, qu'on travaille depuis le début, c'est le grand épeautre. Il n'y a pas de lien avec le monde du whisky a priori, mais il faut bien inventer des nouvelles traditions quand on se lance à faire du whisky. Je vous laisse deviner qui et quoi. Je ferai une interrogation à la fin de la masterclass. D'un point de vue de process, un ami m'avait demandé de lui faire un petit schéma. Du coup, c'est un dessin que j'ai fait pour essayer de représenter le process au domaine des Hautes-Glaces, qui est assez fidèle à la réalité de ma ferme. Sur la partie... donc les céréales arrivent des champs d'à côté, tac, par là, en tracteur. Elles rentrent à l'intérieur de la ferme. C'est de plein pied. On va rentrer et on va mettre en silo les céréales. Comme on est en agriculture biologique et régénérative, il y a tout un travail de tri et aussi on souffle les céréales pour les sécher, pour les apaiser, pour les tenir à 12% d'humidité en dessous de 12 degrés. Et une fois qu'elles sont dans ces conditions, la céréale c'est une graine et du coup c'est un objet vivant de conservation, donc ça va pouvoir se conserver relativement longtemps. Donc elles sont en silo. J'ai 7-8 silos en fait, et l'idée étant de pouvoir isoler parcelle à parcelle ce qui rentre de la moisson. Alors évidemment, du coup, il y a chaque année 5-6 parcelles qui peuvent être isolées, et puis j'ai aussi des silos où l'ensemble les restes de chaque parcelle, quand elles ne rentrent pas dans le silo, sont mélangés ensemble, ce qui fait que j'ai des lots qui mélangent aussi toutes les parcelles. Ces céréales sont ensuite maltées. En 2009, au moment de la fondation du domaine des Hautes-Glaces, il y avait un seul malteur bio en Europe, en Allemagne. C'est-à-dire que les temps ont changé. On ne trouvait pas de malteurs bio, et puis c'était des gros malteurs. Dans cette idée de traçabilité, de faire les choses à la parcelle, aussi les tailles de malterie n'étaient pas adaptées à ce que je voulais faire. Et du coup, j'ai conçu dessiner un malteur d'1,5 tonne, un petit truc, pour pouvoir malter lot à lot, champ à champ, ce qu'on faisait au domaine des Hautes-Glaces. Le malt est ensuite broyé, donc tout est malté au domaine des Hautes-Glaces, que ce soit l'orge, donc c'est classique, single malt, malt d'orge, mais on malte aussi le seigle, on malte aussi l'épeautre. On malte aussi le millet, le maïs, tout ce qu'on s'est amusé à faire pousser et distiller. Ensuite, brassage, du moins moulin, puis brassage, où on utilise des températures particulières qui visent justement à favoriser, au-delà de fabriquer de l'alcool, elles visent à favoriser la typicité des goûts, puisqu'on cherche à retrouver le terroir et la typicité de nos céréales. Elles passent ensuite en fermentation. Au domaine des Hautes-Glaces, les fermentations durent 144 heures, ce qui est considéré dans le monde du whisky comme des fermentations longues. Les fermentations dans le monde du whisky en Écosse tournent généralement entre 48 à 90 heures maximum. Et au domaine des Hautes-Glaces, on prend le temps de doubler ou de tripler ce temps de fermentation parce que ça favorise la fabrication des congénères. Et dans le rhum, on dirait les ISR. Et du coup, favorise la typicité et la finesse de non-fermentation. Puis tout ça est distillé. Au domaine des Hautes-Glaces, on distille au feu de bois, des alambics de type charentais à feu direct. La logique du feu de bois, c'est une logique écologique, c'est-à-dire que c'est des ressources énergétiques locales et renouvelables. Et le fait que ça soit à feu direct, c'est là une logique qualitative. Donc on est sur des doubles distillations à feu de bois. Après la deuxième distillation, le cœur de chauffe, ce qu'on appelle le cœur de chauffe, qui c'est une eau de vie du coup, de malt, d'orge ou de seigle, est récolté gravitairement
va descendre dans les chais qui sont sous le plateau principal. Tout ça, du coup, 10 ans plus tard, mais personne n'a mis le nez sur son whisky encore pour sentir les différentes céréales. Je vous invite à le faire quand même. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, oui, allez-y, allez-y. Donc prenez le temps sur le nez. Vous retrouverez peut-être ou devinerez peut-être les céréales qui sont dedans. Du coup, 10 ans plus tard, une fois que l'eau de vie a tranquillement vieilli dans les chais que je vous montrais juste avant, et ben, du coup, ça donne ça. Le nom de cette cuvée qui sort pour la première fois du domaine, c'est X0 degré. Donc, il y a évidemment, ça ressemble de loin à XO et c'est un petit clin d'œil aux Cognacés et leurs 10 ans d'âge. Mais c'est X0 degré et le 0 degré fait référence à ce que je vous disais juste avant, où finalement un des objets du domaine des Hautes-Glaces et de cette cuvée, c'est à la fois de réchauffer les âmes et le corps, mais aussi mais en même temps de tenter de refroidir la planète. Ce que vous avez devant vous, que vous avez senti, que vous commencez peut-être à mettre en bouche, est en fait une sédimentation, on va dire, de ces 10 ans-là. C'est un micro-assemblage des différents fûts qui ont été produits il y a plus de 10 ans. Et on va retrouver dans cet assemblage à la fois des eaux de vie d'orge et des eaux de vie de seigle. On l'avait peut-être au nez, vous aviez à la fois des caractères floraux, de fleurs blanches, etc., très spécifiques de nos orges chez nous, mais des choses plus herbacées, un peu épicées, qui témoignent plus de la présence du seigle. C'est une seule parcelle qui est là-dedans. En 2009, elle était plantée en orge. C'est cette parcelle que vous voyez ici. Elle était plantée en orge et en 2010, dans ce principe de rotation culturale, on l'a emblavée en seigle. Du coup, c'est un monoparcellaire, mais de 2 millésimes différents, où vous avez à la fois des eaux de vie d'orge et des eaux de vie de seigle. Ces eaux de vie ont vieilli 10 ans dans différents fûts, à la fois des vieux fûts de cognac et d'armagnac complètement épuisés, lessivés, et l'idée étant de permettre à l'eau de vie de vieillir tranquillement, mais de ne pas marquer par le bois trop, et de préserver, de mettre en valeur la typicité aromatique de ces céréales. Mais aussi, dans un des fûts dans lequel j'ai prélevé ces eaux de vie, il y a un fût de vin jaune, et le vin jaune est un type de fût qu'on utilise pas mal au domaine des Hautes-Glaces, et vous reconnaîtrez un peu légèrement au nez et un peu en bouche des caractères ranciaux qui viennent de là. C'est pour le coup l'usage du vin jaune au domaine des Hautes-Glaces, c'est un clin d'œil aux Écossais. Les Écossais ont beaucoup élevé en fût de sherry, et dans les sherry, il y a des vins sous voile, quoi, et qui sont en fait dont le cousin est le vin jaune. Et dès le départ, je m'étais amusé à faire ce type d'élevage qui fonctionne, résonne particulièrement bien avec nos eaux de vie, on trouve. Vous avez en photo à côté de cette cuvée, du champ, pardon, un drôle de truc à la 6PO, il s'appelle dans Star Wars. En fait, c'est une amphore. Et du coup, ces différentes eaux de vie, on les a rassemblées, on les a mariées en amphore. Et on les a laissés reposer en amphore. L'amphore, c'est un contenant qu'on aime bien utiliser au domaine des Hautes-Glaces depuis 2014-2015 environ. Parce que dans cette recherche de préservation et de mise en valeur des eaux de vie et de la céréale, l'amphore est un contenant intéressant puisqu'il peut respirer, il va permettre à l'eau de vie de maturer, et en même temps il n'apporte aucune trace de bois. C'est du coup un lieu aussi assez idéal pour laisser se marier les eaux de vie, retrouver un ensemble cohérent, alors qu'elles sont de 2 moissons différentes et qu'il y a à la fois du seigle et à la fois de l'orge dedans. Du coup, je vous laisse le plaisir de mettre en bouche.
dans l'amphore, ce whisky a été réduit progressivement. On est à 48% volume. Mais on a encore toute une vigueur, une tension, une minéralité qui est vraiment très très propre au seigle, alors qu'il y a une patine et un côté beurré qui est beaucoup plus lié à l'orge. J'en profite pour boire un petit peu. Pour conclure, on a un peu le temps, même si on a tous hâte de rentrer chez nous, en particulier. Je pense qu'on peut échanger un peu, parce que c'est surtout l'idée d'échanger autour d'un retour là-dessus et poser des questions. Je vais désamorcer tout de suite, je vais répondre à une première question moi-même, qui est en fait la photo introductive. Vous avez vu le schéma de la grange que j'ai faite, et en fait le bâtiment ne ressemble pas vraiment au dessin que j'avais fait. Depuis, on a inauguré pendant le Covid une nouvelle distillerie, du coup qui est toute neuve. Elle tourne maintenant depuis 11 mois. Et en fait, on continue au domaine des Hautes-Glaces à porter. L'histoire a commencé par une ferme distillerie, et on continue à porter ces mêmes valeurs de provenance, de naturalité, de vivant, de plaisir partagé, et du coup ce qu'on pourrait appeler de terroir là. Mais désormais on est un peu plus nombreux à travailler au domaine des Hautes-Glaces, et surtout j'ai associé à cette histoire d'autres agriculteurs autour de moi, d'autres agriculteurs paysans biologiques de montagne, des copains, des voisins tout autour, et on est 17 agriculteurs du plateau à travailler ensemble. On s'est formé en association qui s'appelle le Graines des Cimes, et c'est 17 agriculteurs qui sont... on est sur une logique de diversité, là encore. Donc aucun de ces 17 agriculteurs fait principalement de l'orge ou du seigle. Tout le monde fait tout autre chose. C'est juste l'orge, le seigle, les potes sont juste des petits bouts pour améliorer l'agronomie, pour diversifier l'économie et l'agronomie de leur ferme, et puis pour passer du temps ensemble, pour faire des expériences ensemble. Ensemble, à 17, on fait surtout, quand je dis on fait, du coup c'est chacun, pour vous donner des exemples à 17 ce qui est produit, c'est du saucisson, de la viande, des œufs, du lait, de la farine, du miel, des petits fruits, des confitures, qu'est-ce qu'il y a encore ? Du fromage de chèvre, du fromage de vache, des yaourts. Bon voilà, pour vous donner, c'est vraiment l'idée d'un territoire vivant, divers, auquel on contribue chacun à notre endroit, et ces whiskies font partie de cette vision d'un territoire vivant et d'une nature fertile. Une question, un doigt s'est élevé. Attendez, je vous apporte le micro, comme ça. Alors j'ai peut-être mal entendu. L'amphore, vous assemblez les différents fûts dans l'amphore, c'est ça, tous? Alors c'est pas, non, c'est du coup l'amphore dans lequel ça a été assemblé. Donc cette petite amphore là, elle fait 250 litres. Et en fait, j'avais pris 10-20 litres dans 5 fûts différents. Et c'est pour ça que ça a été assemblé dans cet amphore. Donc là, on s'en sert comme mariage. Mais par ailleurs, du coup, au domaine des Hautes-Glaces, on a des whiskies qui étaient whisky, donc qui n'avaient pas passé suffisamment de temps dans le bois, qu'on a transféré dans des amphores et qui continuent à évoluer tout seul en amphore. Et notamment, on s'est amusé à une petite expérience du même whisky qui est basculé en amphore pour partie, et qui continue à vieillir dans son fût par ailleurs, ce qui permet de voir comment évolue en chemin séparé dans les deux contenants. Donc après, c'est assemblé du amphore et du fût, c'est ça? Ou alors il va y avoir du 100% amphore Alors, il n'y aura jamais, du moins, s'il y a du 100% amphore, alors ça ne sera pas du whisky. Parce que le whisky, la définition du whisky, c'est une eau de vie de céréales vieillie en fût. Et en Europe, la définition du whisky, c'est une eau de vie de céréales vieillie en fût au moins 3 ans.
dans des fûts de moins de 600 litres, je crois, ou de 700 litres. Du coup, c'est du whisky parce que ça, là en l'occurrence, parce que ça a vieilli 10 ans en fût. L'amphore, d'un point de vue réglementaire, et c'est comme si on mettait en bouteille, les comptes d'âge s'arrêtent. Après, d'un point de vue gustatif, personnellement, le compte d'âge m'importe peu, même si je suis assez fier et content d'avoir un 10 ans d'âge ce soir, mais quelque part, si gustativement ça apporte quelque chose, voilà, autant jouer avec. Mais par contre, d'un point de vue légal, tu ne peux pas appeler ça whisky, si ça n'a pas vieilli en fût suffisamment longtemps. Il y a une autre question ici. Bonjour. Bonjour. J'ai une question un peu naïve, mais est-ce que le vieillissement s'opère en amphore? Alors, moi je considère que oui, en fait. Alors du coup, il y a, dans cette cuvée-là, il y a eu 10 ans de fût avant que ça soit basculé en amphore. Mais dans l'expérience que je racontais juste avant, où en fait on a basculé en amphore un whisky en vieillissement, et en fait ce qui se passe, c'est que donc là je pense que ça fait 4 ans, 5 ans qu'il est en amphore maintenant, et il continue d'évoluer. Il n'est pas du tout stabilisé comme il aurait pu être dans une. Donc je sais pas. D'un point de vue légal, on peut pas. C'est pas du vieillissement. On peut pas dire qu'il y a. On peut pas dire c'est du whisky 17 ans d'âge s'il a passé 17 ans en amphore. Ça, on n'a pas le droit de le dire. En revanche, d'un point de vue gustatif et d'un point de vue perception, il y a une évolution qui se fait dans l'amphore, parce que l'amphore, en tout cas celle-ci, donc c'est du grès, c'est de l'argile qui a été chauffée, et elle est chauffée d'une manière à ce que ça soit poreux. Et du coup, il y a un échange d'oxygène qui s'opère. L'amphore respire comme le fût respire. Et du coup, il y a une évolution, une oxydation, une micro-oxygénation naturelle, et petit à petit, le liquide évolue. Une question qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais qui pour moi est super importante. Quel est votre plus beau moment depuis que vous faites ça? Un de vos plus beaux moments, il y en a sûrement des tonnes. Ah, il y en a plein, mais justement, il y a un moment fugace qui arrive quelquefois. Les premières eaux de vie qu'on coulait de l'alambic, en fait, un des premiers fûts, il y a quelques années, c'est un des premiers fûts que j'ai basculé en amphore. L'amphore s'appelle Jean-Michel. Je vous laisse trouver le jeu de mots à la con qui lui donne ce nom. Et du coup, quand je goûte, j'y reviens régulièrement pour voir comment évolue le travail en amphore, quand je goûte ce whisky-là, en fait, évidemment, ça ramène à ces premiers moments, à ces premières gouttes qui coulent de l'alambic. Et du coup, ce whisky porte particulièrement l'émotion de ce moment. Et c'est un peu comme ce whisky ce soir, en fait, il porte ce temps-là, ce chemin-là. Et au-delà du goût, mais on le sait tous, quand on boit des spiritueux, au-delà du goût, c'est aussi les moments de partage, les émotions, les souvenirs qui viennent avec. Et voilà. Oui, je voulais savoir, dans la conception de votre processus, est-ce que vous aviez pensé au départ éventuellement à un alambic à colonne plutôt qu'à charentais? Alors dans le choix des alambics au départ, en fait, ce qui m'a guidé, c'était, pour le coup, je reviens en arrière, si tout ce qui a guidé mes choix d'un point de vue pratique agricole, la manière dont on fermente, dont on brasse, dont on malte, sont, on va dire, des logiques d'expressivité du terroir dans le produit final, au niveau des alambics, il y a de ça. Mais il y a aussi l'idée que j'avais des produits distillés et des différents outils pour distiller, de la qualité de ces différents outils. Je m'explique un peu, c'est pas très clair. Autrement dit, pour moi, la double distillation en repasse est à la fois la technique de distillation la plus archaïque et la plus qualitative qu'on ait. La plus archaïque parce que c'est relativement simple, on chauffe, ça s'évapore, ça coule.
la plus qualitative, parce qu'avec ça, l'opérateur, le distillateur, fait le choix précis de la manière, de la vitesse à laquelle ça se distille, et du coup, et aussi de la manière dont il va faire ses coupes. Et donc, il y a le distillateur travaille réellement le profil aromatique des distillats qui sortent. C'est moins le cas sur les alambics à colonne, qui en fait sont tout un tas de micro-distillations qui typent les profils plus fortement. Donc c'est pour ça que mais c'est un point de vue, du moins j'en suis, c'est un point de vue, mais c'est un point de vue aussi d'expérience, à savoir que j'avais été frappé au moment où je me posais des questions de process et que je dessinais finalement, designais le process pour le domaine des hautes glaces. Sur des alambics à colonne, mais notamment les petits alambics à colonne à fruits, à la dégustation, on pouvait reconnaître la marque de l'alambic. Et ça m'embêtait. C'est-à-dire que la machine prend le pas sur l'intervention humaine. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous arrivez à définir un style des whiskies français par rapport aux autres whiskies ? Le whisky français est hyper jeune, adolescent, plus fougueux et divers en fait que pas mal de whisky, notamment par exemple le whisky écossais, et qui est pourtant ultra divers en fait. Le whisky écossais est déjà ultra divers, et il y a dans cette jeunesse et cette fougue pas mal de choses différentes. Notamment, vous parliez des alambics. En France, dans les distillateurs, les gens qui produisent du whisky, il n'y a aucune homogénéité dans les techniques de distillation. On va retrouver des distillations sur des colonnes, des distillations en continu, des distillations à repasse comme on fait nous, des doubles distillations. Donc il y a aussi l'introduction du travail d'élevage beaucoup autour de ce qu'on a autour de nous. Donc arrivent beaucoup de vieilles barriques de vin, etc. Donc tout ça fait des whiskies avec une grosse hétérogénéité. Donc est-ce que ça va créer dans le temps un style particulier? Je ne sais pas. Donc, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y a un style français. Il y a une proposition française qui est différente de ce que l'Écosse a proposé, etc. Mais je vois pas d'homogénéité. Je vois et j'entends le mot terroir beaucoup, puisque c'est un mot qui nous est cher, et c'est pour ça que je prenais le temps de rappeler ce qu'était le terroir et comment on pouvait l'interpréter et le travailler, parce que oui, on aime le terroir, non, on ne travaille pas tous en lien avec le terroir. Bonjour. Bonjour. Je voulais savoir, vous qualifiez votre whisky plus avec le vieillissement en amphore, de plus une double maturation ou un finish? Ça, c'est une bonne question. Du coup, oui, les doubles maturations ou les finishes, du coup, c'est des logiques de fût, en fait. Du coup, comme là, on est plus sur du fût et plus du vieillissement, je pense que ça serait impropre, peut-être légalement, j'en sais rien. Maturation, du moins, par exemple, moi je l'emploierais pas sur une étiquette, parce que maturation pourrait tromper le consommateur sur l'idée que ça a maturé en fût alors que ça n'a pas maturé en fût, que les choses soient claires, quoi. En revanche, la notion de finish est intéressante, plus intéressante parce que je sais pas si vous aimez les vins d'amphore, et il y en a pas mal, et du coup on retrouve quelque chose de similaire avec pas mal de vins d'amphore, de quelque chose qui justement de l'ordre du finishing qui va polir les tanins un petit peu. Et donc peut-être que finishing est plus approprié que maturation. Il faut parler fort. Oui. Mais en même temps, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que justement dans le vin, l'amphore a un travail d'étirer les vins, donc de donner une longueur au vin, alors que le bois donne plutôt une largeur.
Donc c'est plutôt un travail de maturation que de finish, parce que là le finish marque, enfin dans les whisky généralement le finish marque, et là il marque pas du tout. Non, mais c'est pour ça. L'amphore. C'est une vraie question piège. C'est une vraie question piège. C'est pour ça que j'étais un peu parce qu'en fait, on n'est pas dans du travail. En fait, on est dans des logiques qui sont pas du tout celles de la des logiques écossaises de travail du bois. En fait, on est dans des logiques gustatives, d'évolution. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée que c'est une maturation. Mais je suis gêné d'un point de vue plus de si dans l'esprit du consommateur maturation c'est bois, je veux pas le troubler non plus. Oui, mais il peut y avoir une double, oui, c'est une ouais. double maturation, qu'il y en ait une sous bois et une sous amphore. Donc, Mais par contre, pour revenir à votre question sur le whisky français, c'est vrai que, on va dire de manière générale, les whiskies du monde et des propositions nouvelles amènent dans le monde du whisky un certain nombre d'innovations, on pourrait dire, de nouvelles, et du coup sur lesquelles il n'y a pas de mots en fait encore. Et voilà, ce sont des mots à inventer peut-être pour être précis sur nos pratiques ou alors à englober, parce qu'on pourrait, peut-être qu'un jour le législateur se dira que oui, l'amphore est un contenant qui fait vieillir les whiskies et qu'on peut appeler ça du whisky et que c'est quand même de la maturation. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui, mais effectivement, d'un point de vue personnel, je considère que l'amphore fait travailler les eaux de vie, quoi. C'est pour ça qu'on le fait, sinon on le mettrait en bouteille. Vous mettez le New Spirit à quel degré dans les fûts? À 63 comme en Écosse, plus ou moins ou Alors, chez nous, les eaux de vie ont des trajectoires assez multiples. Grosso modo, le cœur de bonne chauffe, donc l'eau de vie qui coule, le degré moyen, puisque c'est un cœur de bonne chauffe, c'est l'agrégation de gouttes qui coulent à des degrés différents. Et grosso modo, on est aux alentours de 70% volume. Ça, c'est le cœur de bonne chauffe. Les Écossais, effectivement, réduisent à l'eau généralement le cœur de bonne chauffe pour le descendre aux alentours de 62 degrés, du moins ça dépend les distilleries, mais c'est grosso modo le principe, avant d'en fûter. Et nous, ça va dépendre de où ça va. C'est-à-dire que pas là-dedans, mais il y a un certain nombre d'eaux de vie qui vont faire un bref passage en fût neuf, de quelques semaines à quelques mois maximum. Dans ce cas-là, l'eau de vie est enfûtée en fût neuf à 70% volume. Et généralement, c'est dans des fûts de 220 litres. Et on va basculer ces eaux de vie après quelques semaines ou quelques mois dans des fûts complètement épuisés. En fait, finalement, on dose l'apport tannique pour retrouver l'équilibre avec notre eau de vie. Et après, on le met dans des contenants plus neutres, on va dire. Et à ce moment-là, généralement, ces contenants plus neutres sont des vieux fûts de cognac ou des vieux fûts d'armagnac qui sont plutôt entre 280 et 330 litres selon les contenants. Et on fait une première réduction à ce moment-là, où on va baisser un peu. Et après, chez nous, l'abaissement du degré, la réduction, en fait, elle est progressive. C'est-à-dire qu'on profite de la part des anges qui libèrent de la place dans le fût pour venir houiller, c'est-à-dire compléter le fût à l'eau. Et du coup, année après année, en fait, on rajoute de l'eau petit à petit et le degré baisse petit à petit. Parce qu'on a quelque chose d'assez particulier chez nous. Si en Écosse, dans des chais très humides, le degré alcoolique peut chuter relativement vite, nous, en fait, on est en climat méditerranéen. Vous avez vu sur la petite carte, ça se voyait peut-être pas, mais grosso modo, on est au sud de Valence, au sud de Bordeaux, d'un point de vue latitude. Donc, on est plutôt très sudiste. Donc, climat déjà méditerranéen plus sec, plus on est en montagne. Donc, climat encore plus sec. Et du coup, l'eau s'évapore chez nous pratiquement aussi vite que l'alcool. Donc, le degré... En fait, le fût se vide, mais le degré alcoolique relatif, il baisse très très lentement. On a même eu, alors c'est peut-être des erreurs de mesure, mais on a même eu des choses très bizarres, où d'une année sur l'autre, quand on fait les états des lieux des fûts, où le degré relatif augmentait. C'est-à-dire une année, le fût a été pris à 52 degrés 3, par exemple, on revient 6 mois ou 1 an plus tard, et il est à 52 degrés 5. Ça, on l'a déjà constaté. Alors, il y a toujours une part d'erreur de mesure, mais donc pour dire que c'est quand même
Et du coup, le fait de rajouter petit à petit l'eau permet de baisser le degré tranquillement et d'incorporer l'eau lentement en fait. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Sinon, merci beaucoup. Merci à vous. Ah, ouais, non. Bon retour, bonne fin de Whisky Live. L'original, je l'ai perdu. Je sais pas où je l'ai mis. C'était mais je crois que c'est coupé. Non. Ouais. Ouais. Et du coup, je l'avais scanné à l'époque, donc je l'ai en numérique, quoi, mais je l'ai pas en réel. Ce qui est dommage, parce que je l'aurais bien encadré avec le temps, mais je l'ai plus. J'avais dessiné ça sur une feuille au crayon papier, quoi, mais je l'ai plus. Ah ouais, ouais, carrément. Si tu me donnes ton adresse mail, je te le transfère. Merci beaucoup. Merci à vous, bonne fin de journée.